C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. Il nous ramène en Ukraine. La guerre a été en grande partie éclipsée par le conflit au Proche-Orient depuis le 7 octobre. Mais évidemment, les combats continuent. L'armée ukrainienne a réussi à établir des positions sur la rive du fleuve Dniepr qui était jusqu'ici sous contrôle russe. Est-ce le début d'une percée significative? Avant d'en débattre, on fait le point sur la situation militaire avec Lina Boudjeroudi. Une arrivée surprise à Kiev pour le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique. David Cameron a choisi l'Ukraine pour sa première visite. L'ancien Premier ministre avait déclaré sur Twitter faire de la situation en Ukraine l'une de ses priorités. Il concrétise cette annonce en confirmant l'aide de 5,3 milliards d'euros. Je confirme en venant ici que le Royaume-Uni continuera d'apporter son soutien moral et diplomatique à l'Ukraine. Le Royaume-Uni est le troisième pays contributeur à l'effort de guerre ukrainien, à hauteur de 14 milliards d'euros, derrière les États-Unis et l'Allemagne, depuis le début de l'invasion en février 2022. L'ancien pensionnaire de Downing Street réaffirme le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. Une visite bienvenue pour Volodymyr Zelensky, alors que tous les regards sont tournés vers le Proche-Orient ces dernières semaines. Le monde n'est pas concentré sur nous et la guerre que nous menons. Je suis ravi que vous soyez présents. Sur le front, les difficultés militaires ukrainiennes s'intensifient. De nouvelles attaques russes ont frappé les régions du Zaporijia et du Donetsk. Les troupes ukrainiennes ont besoin d'armement tandis que les ressources militaires s'amenuisent. L'Union européenne s'est également engagée à aider l'Ukraine. Un soutien financier qui sera discuté lors des négociations concernant l'adhésion du territoire à l'Union européenne les 14 et 15 décembre à Bruxelles. La contre-offensive ukrainienne peut-elle sortir de l'impasse? L'aide internationale a-t-elle atteint son maximum? Voilà deux des questions que l'on va aborder tout de suite avec mes invités. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Mariana Perebenesiuk, bonsoir, bonsoir et bienvenue, journaliste franco-ukrainienne. J'accueille Patrick Martin-Genier, bonsoir et bienvenue, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, et vous publiez L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama. Évidemment, Mathilde Siro est restée à mes côtés, éditorialiste politique. David Rigoulet-Rose, je commence avec vous. Les projecteurs des médias, mais aussi des politiques du monde entier ont beaucoup délaissé l'Ukraine depuis le 7 octobre. J'allais vous poser une question tellement générale. Que s'est-il passé depuis 6 semaines? Est-ce que la situation militaire a tellement évolué? Ou est-ce qu'on est effectivement dans une sorte de glacis là? Non, elle n'a pas fondamentalement évolué. C'est le problème. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait de l'interview qui a été accordée à The Economist début novembre par Zaloujny, le chef d'état-major qui a été prise, d'ailleurs, il y a eu une tension avec Zelensky là-dessus, parce qu'il reconnaissait qu'il y avait un risque d'enlisement. Il était très transparent dans le diagnostic qu'il faisait. Il reconnaissait même qu'il s'était trompé sur l'évaluation que les pertes russes énormes auraient pu effectivement arrêter la machine de guerre russe, et il reconnaît que ça n'était pas le cas. Et qu'effectivement, les Russes se sont préparés des mois à la contre-offensive, et donc il y a une situation qui effectivement est bloquée. Et... Pardon de vous interrompre, là, ce qui s'est joué ces derniers jours autour du fleuve Dniepr et le fait que des soldats ukrainiens soient passés dans la zone qui était jusqu'ici sous contrôle russe, est-ce que ça change quand même la donne? Ça a été reconnu pour la première fois officiellement par un chef de l'administration russe. Oui, hier, je crois. Oui, oui c'est ça. Effectivement, il y a des éléments de la 35e, 36e et 38e... des troupes de marine justement ukrainiennes qui se sont installées, on ne sait pas exactement combien, mais ça ne change pas la donne fondamentalement. C'est-à-dire que c'est un indicateur que les Ukrainiens maintiennent la pression. Mais il n'y a pas eu ce que disait Zelensky, ce que disait plutôt Zaloujny, il n'y a pas eu de percée décisive qui soit un game changer. Mariana Perebenesiuk, votre avis là-dessus sur ces combats autour du fleuve Dniepr et ce qui a été reconnu effectivement par un officiel russe hier.
Je posais la question en titre, est-ce le début d'une percée significative? Comment vous le percevez? Justement, pour l'instant, ce n'est pas un game changer en soi. Ça peut le devenir si, par la suite, on arrive à faire profiter, à profiter de cette situation. Maintenant, ce que nous voyons depuis des mois, c'est la poursuite de la même stratégie. On s'est rendu compte que cette stratégie, elle était très loin de ce que prédisaient les experts occidentaux, mais qui, par ailleurs, n'avaient pas assez d'éléments, même pour prédire ces percées significatives et claires, tout simplement parce que c'est comme ça que doit être l'offensive. Les Ukrainiens apparemment ont planifié. Les Ukrainiens ont apparemment planifié ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient. Et ils continuent à faire une sorte de marathon, si vous voulez, à faire la pression, à ne pas lâcher, à ne pas lâcher la pression. Donc ils poursuivent leur stratégie. On voit que ça porte des fruits. On voit que par la suite, ça peut changer la donne, parce que quand même, dans la région de Zaporijjia, on a déjà les lignes de défense qui sont rompues, donc ça peut devenir un jour une sorte de point de départ d'une offensive, d'une percée. Et de l'autre côté, là, ça peut faire un deuxième point de percée. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Patrick Martin-Genier, cette percée ou cette petite percée autour du fleuve Dniepr, il faut aussi se dire les choses. Ça a causé de lourdes pertes côté ukrainien. À quel prix les soldats ukrainiens sont passés de l'autre côté? C'est un débat qui a lieu en Ukraine. Je rencontre des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui ont des opinions un peu diversifiées, on va dire, sur ce sujet. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer effectivement que les forces ukrainiennes continuent à progresser. Alors ce n'est pas un marathon, c'est une progression lente, beaucoup de morts, en fait, effectivement. On évoque plusieurs centaines du côté ukrainien, mais il y en a aussi du côté russe, notamment à Avdiivka, plus au nord, bien évidemment. Il y a un aspect toujours psychologique très important, de conviction. Les Ukrainiens continuent à résister. Ils ont effectivement une percée au niveau du Dniepr, alors que pendant des semaines, ça n'avait pas vraiment avancé. On reste plus que jamais dans une guerre dite d'attrition, mais dans des conditions difficiles, avec l'hiver qui approche. On a dit que les Russes allaient effectivement faire des offensives contre les infrastructures énergétiques, mais cette offensive est importante parce qu'elle continue à montrer que les Ukrainiens résistent et peuvent encore avancer. Donc c'est quelque chose de tout à fait encourageant, ce qui veut dire, bien évidemment, et il y a un Conseil européen au mois de décembre, qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Alors, vous l'avez évoqué, cette question de l'impasse ou non, et ces deux sons de cloche différents entre le chef d'état-major, le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il disait la guerre est à un point mort. Le président Volodymyr Zelensky lui a répondu 3 jours plus tard. On écoute le président ukrainien. Il ne s'agit pas d'une impasse. Je le répète, nous en avons déjà parlé. La Russie contrôle le ciel. Nous protégeons nos militaires. Nous protégeons nos garçons et nos filles. Lorsqu'ils contrôlent le ciel, personne ne veut simplement jeter les gens comme de la viande. Alors, je voudrais vous entendre sur ce qu'il y a derrière ces deux prises de parole à quelques jours d'intervalle. Est-ce que c'est le signe qu'effectivement il y a des courants peut-être politiques qui s'expriment, des tiraillements internes au sein de ceux qui décident de la stratégie guerrière de l'Ukraine? On est sur 2 registres différents, parce que le président Zelensky, il vend évidemment la demande de soutien, notamment auprès des alliés. Et donc c'est pas la même position que le chef d'état-major qui lui est sur le terrain avec les hommes. En principe c'est complémentaire. On pourrait dire, pardon de vous interrompre, on est dans que c'est aussi le but recherché par le chef d'état-major. C'est-à-dire, on est dans l'impasse, donc donnez-nous plus d'armes ou d'autres armes. Oui, d'ailleurs, il le dit dans l'interview. Il dit aussi qu'il y a une responsabilité des Occidentaux qui ont tardé à donner certaines armes, notamment à longue portée. Et que ça induit effectivement des retards opérationnels. Donc il le dit. Simplement, il y a des tensions clairement entre les deux têtes politiques et militaires qui sont apparues. D'ailleurs, il y a eu des limogeages ces derniers temps qui ont été contestés, de proches notamment de Zaloujny. Et on voit bien qu'il y a un problème pour le président Zelensky parce qu'il a peur qu'effectivement l'attention qui se porte sur le Proche-Orient minimise celle qu'il attend évidemment pour l'Ukraine. Et on le voit
avec ce qui s'est passé dernièrement au Congrès. Puisque pour éviter le shutdown, il y a eu un accord entre démocrates et républicains. On ne va pas aller trop vite, le shutdown. On explique que c'est le risque que le budget ne soit pas voté et que donc les fonctionnaires américains soient plus payés. Et il y avait une demande justement du président américain de 60 milliards de compléments pour l'Ukraine. Et il se trouve que dans le cadre d'un arrangement, il y a eu une suspension en fait, de ce financement. Ouais. Pas une annulation mais une suspension parce que beaucoup de républicains, pas tous, mais sont réticents à pérenniser en fait. Et là, on retrouve les tensions internes de la politique américaine avec évidemment les Trumpistes. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard si vous voulez bien, parce que là, je voudrais rester avec vous, Patrick Martin-Joly, sur ligne de fracture ou pas. Et peut-être que d'ailleurs, c'est normal après 19 mois de conflit au sein du pouvoir ukrainien. Écoutez, moi qui enseigne le droit constitutionnel, ça me paraît tout à fait bizarre de voir qu'un chef de l'armée puisse s'exprimer ainsi devant les médias. Pour moi, ça traduit une sorte de dysfonctionnement au niveau de l'État. Mais certains Ukrainiens ont un avis différent, en ce sens qu'ils me disent qu'en droit constitutionnel ukrainien, le vrai chef des armées, c'est Zalouzhny, tandis que le chef de l'État s'occupe des affaires politiques. Moi, je pense que lorsque nous sommes dans un débat démocratique, il est normal que ce soit le chef politique qui s'exprime. Il n'est pas normal, si vous voulez, même si le chef d'état-major, enfin le chef des armées, s'exprime pour dénoncer une insuffisance des armements et en disant il y a des risques que l'Ukraine perde cette guerre, je pense qu'il y a une responsabilité politique, c'est au chef de l'État de s'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, ce dysfonctionnement est avéré puisque 2 jours après les propos du général Zalouzhny, le chef de l'État Zelensky a dit que... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait, que ce n'était pas normal et que cela pouvait fragiliser la défense de l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème qui, à mon avis, est une amorce de débat politique. Qu'il y ait des débats politiques au sein de la Rada, c'est tout à fait normal. Mais la Rada, c'est le Parlement ukrainien. Voilà. Mais en effet, qu'au niveau, au plus haut niveau politique et militaire, qu'il y ait cette sorte de petite musique différente, pour moi, ça sonne quand même comme une sorte de dysfonctionnement au niveau de l'État. Mariana Pervini, votre avis, c'est une tempête dans un verre d'eau? C'est un vrai signe de dysfonctionnement ou de divergence? Plutôt une tempête dans le verre d'eau, mais qui... pour revenir juste pour la correction, non, c'est comme en France, c'est le président qui est le chef, comment on dit, chef des armées. Le chef des armées, et ensuite Zalouzhny, ils ont 2 titres qui sont extrêmement similaires à l'oreille, mais qui sont différents. Il n'y a pas à mon sens, mon analyse est telle qu'il n'y a pas de compétition réellement, et il ne peut pas y avoir, parce que le rôle de militaire, c'est de gérer les armées, de préparer les opérations, de proposer des options. Ensuite, c'est le rôle des commandants en chef, quand même, de prendre la décision finale. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais alors, il y a eu des tensions je vais poser la question différemment. Je vais poser la question différemment. Pardon de vous interrompre. Est-ce que le leadership de Volodymyr Zelensky est remis en question? Alors, je ne crois pas un seul instant que le chef des forces, le commandant en chef des forces armées, qui est Valéry Zalouzhny, ait pu s'exprimer avec un article développé, avec un article et avec un interview assorti, présentant en plus une sorte de concept, de nouveau concept d'aide à l'Ukraine. Je n'ose pas penser un instant que ça puisse avoir eu lieu sans l'accord de la présidence et de l'administration présidentielle. Je pense seulement que probablement cela n'a pas été interprété de la manière voulue. Par ailleurs, curieusement, plus en Ukraine qu'à l'étranger, parce qu'à l'étranger, le message a passé plus ou moins bien. C'est en Ukraine où, en effet, on a vu comme une sorte de défaitisme, ou le début de défaitisme, et ça a provoqué un questionnement. Et ce qui fait que maintenant, le président, qui dans son rôle, il essaie de rectifier le tir et de parler à sa nation et d'expliquer que non, on ne voulait pas dire ça, c'est qu'on cherche tout simplement à ajuster notre stratégie pour mieux gagner. Oui, et puis c'était pas n'importe quel média, David Rigolero, c'était The Economist, grand magazine hebdomadaire américain, grand article. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il a pu y aller en cavalier seul, le chef d'état-major, ou pas? Parce que vu d'ici, on se dit, bah non, puisque 2 jours après, il est contredit par Zelensky. En théorie, c'est difficilement envisageable. Mais peut-être que la teneur de certains propos ont peut-être dépassé ce qui avait été paramétré initialement. C'est possible.
Donc c'est une nuance. Et ce qui me fait dire ça, c'est la réaction de Zelensky après, qui a été quand même. C'est pas un recadrage, mais enfin en partie quand même, parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait nuire justement à la légitimité de ses demandes vis-à-vis des alliés. Alors, tout discours, excusez-moi, mais tout discours d'un chef d'état-major de l'armée ou même d'un membre du gouvernement doit être préalablement soumis à la présidence de la République ou au Premier ministre. Et on a vu que dans des temps passés, ces discours qui n'avaient pas été soumis au Premier ministre comme en Angleterre récemment, ça crée des difficultés politiques. Allez, je vous redonne la parole tout de suite. Allez-y si vous voulez. Peut-être que ça vaut la peine de préciser aux téléspectateurs de quel article il s'agit. En fait, c'est une sorte d'article de programmation, si vous voulez, avec un petit constat que la manière dont nous menons la guerre, dont nous nous défendons, cela ne donne pas les résultats escomptés. Nous devons nous remettre en question et nous devons faire une sorte de saut en augmentant l'aide d'un côté, mais aussi en misant sur l'innovation technologique. Donc en fait, c'était plutôt un côté programmateur, si vous voulez, mais tout le monde a retenu constat que ça ne marche pas aussi bien que nous voulions. On a retenu l'impasse. Je reprends la main parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi on passe autant de temps dans ce débat sur ce qui apparaît comme une bisbille interne? Mais non, parce que derrière ça, il y a effectivement la capacité de l'Ukraine à continuer d'entraîner derrière elle une coalition internationale, à continuer d'obtenir des armes. Je vous propose d'entendre un autre commandant de l'armée ukrainienne. Il s'appelle, pardon pour la prononciation, Serhiy Naïev. Il détaille un peu les armes dont ces soldats ont besoin. Nous avons besoin d'armes à large rayon de destruction, comme le Patriot. Un accord a été conclu pour que de tels systèmes nous parviennent bientôt. Nous avons également besoin des célèbres NASAM, Iris-T et bien sûr des missiles qui leur sont destinés. Et on va parler justement de l'aide internationale avec vous, Jonathan Dupriez. Bonsoir. Le Royaume-Uni qui vient d'assurer Kiev de son soutien, c'était plus que bienvenu. Oui, c'était bienvenu. L'Ukraine avait bien besoin qu'un haut responsable occidental, si fraîchement nommé soit-il, se rende à Kiev. Et c'est quand même pas n'importe qui, c'est David Cameron, on l'a dit, l'ancien Premier ministre britannique, qui est venu dire à Kiev qu'il continuera, je le cite, à apporter le soutien moral, diplomatique, économique, mais surtout militaire, le temps qu'il faudra à l'Ukraine. Ouf de soulagement côté ukrainien parce que le Royaume-Uni c'est derrière les États-Unis. Le deuxième pourvoyeur d'aide militaire à l'Ukraine, c'est environ 5,3 milliards d'euros. Symboliquement aussi cette visite elle avait du sens avec cette conjoncture internationale dont vous parliez. L'Ukraine, on a l'impression que le conflit a été un petit peu relégué au second plan derrière le conflit entre Israël et le Hamas. Donc Volodymyr Zelensky s'était plutôt inquiété de ça il y a quelques semaines et là on voit que ça répond à ses inquiétudes. On l'écoute. Ce qui est... La guerre au Moyen-Orient détourne l'attention. Je pense que c'est l'un des objectifs de la Fédération de Russie. Elle a compris que l'attention se porterait moins sur l'Ukraine. Alors on a commencé à l'évoquer avec David Rigoulet-Rose tout à l'heure. Et les États-Unis, le principal pourvoyeur d'aide? Bah oui, ça c'est la grande question. Le président Biden, il martèle depuis toujours que les États-Unis n'abandonneront pas l'Ukraine. Leur soutien est primordial, 43 milliards de dollars jusqu'à présent. Et Joe Biden tablait même sur une rallonge de 61 milliards dont vous parliez tout à l'heure. Mais à ce stade, cette enveloppe, elle est elle est en suspens, si on peut dire, avec cet accord budgétaire qui a été obtenu hier au Congrès. Les démocrates, ils voulaient une sorte d'énorme enveloppe de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'Ukraine, Israël, Taïwan, mais finalement, chaque aide militaire, elle sera traitée séparément au prix de négociations, et ça, c'est les républicains qui exigent cela. Et l'aide américaine, en tout cas, elle va se poursuivre, mais sa réduction, en tout cas, ne semble plus vraiment tabou outre-Atlantique. Évidemment, c'est en milliards de dollars côté européen. En milliards, oui. Et côté européen, l'Union européenne, elle fait plutôt bloc, en tout cas en tant qu'entité. Elle a apporté 25 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais dans le détail. Si on regarde les États membres, l'indéfectible soutien semble par moments se fissurer et de plus en plus se fissurer. Après bientôt 2 ans de guerre, une contre-offensive qui patine, un certain soutien de l'Ukraine, il se désengage peu à peu. C'est le cas de la Slovaquie, dont vous voyez le nouveau Premier ministre, le populiste Robert Fico, qui est un pro-russe arrivé au pouvoir. Et lui, il martèle ce message, plus une munition à l'Ukraine. Il résume d'ailleurs ce qu'il pense dans un propos lapidaire que je vous propose d'écouter. La Slovaquie et ses habitants ont des problèmes plus importants à régler que l'Ukraine. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
Voilà, un vite expédié, un message de désengagement qui va dans le sens de Viktor Orban aussi et son front anti-armes. Le dirigeant hongrois, lui aussi, se refuse toujours à envoyer des armes létales à l'Ukraine. Et il parasite aussi méticuleusement toutes les ambitions de l'Union européenne pour accroître ses financements à l'Ukraine. On le voit donc bien, Thomas, il y a comme une sorte de grande fatigue qui s'installe du côté des Occidentaux. Et évidemment, avec cette concurrence, avec le conflit entre Israël et le Hamas. Donc on a l'impression quand même que cette aide militaire à l'Ukraine, elle existe toujours, mais elle se craquelle chaque jour davantage. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, beaucoup de thématiques, ça va nous servir à lancer beaucoup de thématiques dans les prochaines minutes. Évidemment, l'aide américaine, l'aide européenne, les dissensions internes au niveau européen. Mais peut-être, je voudrais commencer sur les armes, Mariana Perevenesiuk. J'ai cru comprendre, je ne suis pas un spécialiste, mais que c'était la question du contrôle du ciel qui était vraiment problématique pour que la contre-offensive ukrainienne puisse progresser. Quelles armes manquent-il à l'armée ukrainienne pour pouvoir reprendre le contrôle du ciel? Alors moi je pense que le militaire ukrainien il a déjà très bien dit ça. Alors premièrement les patriotes et les systèmes allemands Iris-T, parce que il se trouve que ce sont de tout nouveaux systèmes et qui ont prouvé leur efficacité assez redoutable en Ukraine. Pourquoi c'est important? Parce que il faut comprendre que quand il y a une offensive, quand il y a même des concentrations de troupes avec toutes ces armes occidentales qui est très chères, qui ont été données, il est souhaitable quand même qu'elles ne soient pas détruites, ces armes, tout de suite, les armes avec les hommes avec les soldats ukrainiens qui vont avec. Ce que disait Volodymyr Zelensky tout à l'heure, on l'a entendu, on veut protéger nos soldats. Il faut protéger ces soldats, d'accord, dans le cadre d'une offensive et de toute opération militaire, mais surtout offensive, parce que les offensives comprennent de sortes de concentration des armes et des hommes, vous voyez. Donc d'un côté. Mais de l'autre côté, la Russie, justement, elle sait que l'Ukraine, elle a un manque de protection aérienne, donc elle continue de frapper et de terroriser les populations civiles, elle continue à frapper les villes, en obligeant les autorités à couvrir bien surtout les grandes villes pour protéger les civils, ce qui ne donne pas assez pour le front, ce qui ne donne pas assez pour protéger les fameuses armes et les soldats qu'il faut protéger. Ce qui fait que, oui, voilà, il faut renforcer la protection aérienne. Et il faut, je rajoute quand même que la protection aérienne, c'est aussi l'aviation. C'est même pour cela que l'Ukraine, dès le début de la guerre, demandait comme la première chose, la chose la principale, c'est la protection aérienne. C'est la clé de voûte de tout, si vous voulez. C'est une composante extrêmement importante pour protéger les civils, pour que la vie civile puisse continuer dans les territoires libres, mais c'est aussi un élément extrêmement important pour toute opération militaire. Avec notamment ce dôme de fer qu'Israël a jamais voulu livrer aux Ukrainiens. David Rigoulet-Rose, c'est la démonstration de l'impasse dont on parlait tout à l'heure. Elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, sans ces moyens supplémentaires pour reprendre le contrôle du ciel, c'est un peu où cette offensive peut-elle aller sinon que c'est un peu ce que Valérie Zaloujny soulignait. Notamment, il y a la question des avions, des F-16, effectivement. En dehors de la sécurisation, c'est aussi l'appui-feu qui a manqué au moment de l'offensive. C'est assez inédit qu'il y ait une offensive de cette ampleur sans appui aérien. Et du coup, c'est hypothéqué pour partie, c'est vrai. Et comme il y avait le différé de la formation des pilotes et de la livraison, ça explique le grief poli qui formule sur le délai trop long de livraison de certains types d'armements. Qui effectivement ont hypothéqué la réussite de l'offensive lancée. Alors l'autre élément important de la chronique de Jonathan Dupré, c'était la question de l'aide internationale. Est-ce qu'elle a atteint en quelque sorte son maximum? Ça pourrait être une façon de formuler ce chapitre. Patrick Martin-Genier, est-ce que l'aide internationale, comment je peux tourner ça? Est-ce qu'elle est corrélée à l'avancée des troupes ukrainiennes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que la coalition veut des preuves d'efficacité pour continuer de donner autant d'argent et autant d'armes? Écoutez, non, je ne pense pas. Après avoir écouté les différents dirigeants occidentaux de l'OTAN, je pense que tout le monde l'a dit. Vous avez cité la visite de David Cameron sur place aujourd'hui, que cette aide allait continuer sans condition. En tout cas, oui, c'est la volonté affichée par l'Occident, par l'OTAN. Nous parlions des F-16 tout à l'heure. Les premiers F-16 donnés par les Pays-Bas sont arrivés en Roumanie, devraient arriver rapidement en Ukraine. Il manque également les missiles de longue portée, cela a été dit. Toutefois, on voit bien que du
du côté du Congrès américain, cela a déjà été évoqué. On ne parle plus d'une aide inconditionnelle. Et c'est vrai que du côté américain, vous savez, les Américains, c'est aussi du business. Eh bien, c'est oui, on va commencer à regarder, on fera un diagnostic, un état des forces. Et il faudrait, par exemple, lorsqu'on nous dit au Congrès américain que 96% des ressources ont été épuisées, quelque part, sous-entendu, ça veut dire oui, mais ça n'avance toujours pas comme on pouvait l'espérer, ce qu'avait reconnu d'ailleurs également le général Jaluzny. Mais je ne pense pas effectivement que cette aide soit conditionnée à des résultats. Non, parce que l'Europe est parfaitement consciente qu'il s'agit d'un débat pour la démocratie, pour les valeurs. Donc on va continuer et on parle d'ores et déjà d'un 12e train de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Votre avis, même question. Est-ce que c'est corrélé ou pas? Ça l'est pas explicitement, mais implicitement, oui, ça rentre en ligne de compte, certainement. Parce que vous évoquiez la lassitude tout à l'heure, à la fois des opinions publiques, et il y a un scénario cauchemar pour Kiev. C'est une reprise d'une forme d'offensive, d'une dynamique offensive pour les forces russes, ce qui n'est pas le cas encore, mais enfin, il y a des poussées dans l'Est. Et puis, l'élection de Trump. Et là, c'est un enjeu considérable parce qu'on sait très bien que Trump n'a pas, et c'est les élus qui sont autour de lui, républicains, ne veulent pas pérenniser effectivement cette aide financière. Et donc c'est un enjeu considérable, et il l'est d'autant plus aujourd'hui qu'il y a le théâtre proche-oriental. Pour le coup, les élus trumpistes ne sont pas regardants sur l'aide pour Israël, mais ils le sont potentiellement sur l'aide à l'Ukraine. Donc c'est effectivement problématique. On a titré ce débat « La guerre oubliée », Mariana Perevenesiu. Comment c'est vécu en Ukraine le fait que depuis 40 jours, 41 jours, finalement, les projecteurs médiatiques, mais aussi politiques, se soient détournés de votre pays? Mais puisque les Ukrainiens vivent cette guerre, ils n'ont pas l'impression que c'est une guerre oubliée. Ils ne vérifient pas la revue de presse pour savoir si on en parle ou si on n'en parle pas. Après, je pense que c'est un tout petit peu exagéré de dire qu'elle est oubliée. C'est vrai, elle n'est pas, depuis un mois et demi, elle n'est pas systématiquement mise en avant, comme ce fut le cas en France, en tous les cas, pendant un très 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 long moment. Mais entre nous, nous sommes sur un plateau de télé, nous comprenons très bien comment fonctionnent les médias. Ça, c'est pas nouveau. Mais au-delà des médias, parce qu'effectivement, la responsabilité médiatique, on peut la poser, mais même dans l'action des diplomatiques, vous voyez ce que je veux dire, dans l'intérêt que les chefs d'État ou les ministres des Affaires étrangères portent au conflit ukrainien depuis un mois et demi. Et bien, le meilleur exemple, c'est celui qu'on a cité au début. Qui réserve sa première visite de ministre des Affaires étrangères à l'Ukraine. Il est déjà parti en Ukraine. Non, l'Ukraine reste quand même le sujet géopolitique numéro 1 et le restera pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à une forme d'aboutissement. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN vient de faire une déclaration en disant qu'il fallait absolument pérenniser le soutien à l'Ukraine, sinon c'était potentiellement accentuer la menace russe. Voilà, il faut juste comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que la guerre elle-même, elle dure. Bien sûr. Alors les Ukrainiens, pour les Ukrainiens, la guerre, elle dure. Ils n'ont pas remarqué qu'elle est partie, sauf peut-être quelques conseillers de la présidence ukrainienne qui ont écrit quelques discours à Zelensky, qui a cru bon de dire plusieurs fois dans des entretiens, maintenant on ne parle plus de nous. Cela me paraît étrange. Très honnêtement, cela me paraît étrange. Allez, on parle d'Emmanuel Macron dans une seconde, mais je vous laisse la parole là-dessus aussi. Quand même, et c'est aussi une guerre de la communication. Bien sûr. Et donc les médias sont présents, et donc il y a quand même le sentiment sur le plan international qu'on voit moins l'Ukraine sur les écrans. Ça ne veut pas dire que cette guerre ne continue pas. Quand un Volodymyr Zelensky multipliait les discours et était repris en ouverture des journaux du monde entier, évidemment, ça a eu un impact dans la mobilisation internationale. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que depuis le début de la guerre, il y a eu 12 000 journalistes qui ont été accrédités pour couvrir la guerre. Ce sont des chiffres sans précédent, en fait. C'est une couverture exceptionnelle. Il n'y a pas eu de retour massif de journalistes de l'Ukraine. Il y a toujours des milliers de journalistes ukrainiens, mais surtout des journalistes internationaux qui continuent à travailler en Ukraine, qui continuent à produire de l'information, du reporting. Et on voit toujours ces reportages, soit dans les médias audiovisuels, soit dans la presse écrite. C'est juste qu'on s'adapte à le faire de manière à ce que ça ne soit pas systématiquement actualité brûlante, mais peut-être sous d'autres angles. Mais je pense que c'est exagéré de dire que c'est une guerre oubliée. C'est le titre qu'on a choisi, on l'assume. En tout cas, c'est peut-être vu d'ici par notre prisme français.
Et ce qui apporte de l'eau à ce choix de titre, je me tourne vers vous, Mathilde Sirot, c'est aussi l'agenda diplomatique et notamment l'agenda diplomatique du président français. Effectivement, on entend évidemment moins le président français s'exprimer sur le front ukrainien. Alors la dernière entrevue entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, elle remonte au 5 octobre, donc avant effectivement le déclenchement de la guerre au Proche-Orient. C'était lors d'un sommet européen à Grenade. Et le dernier échange entre les deux présidents remonte au 18 octobre, donc il y a presque un mois. Et le chef de l'État français avait alors réitéré justement son soutien à son homologue. Et on peut également citer que la semaine dernière, c'est l'épouse du président ukrainien qui a été reçue par Brigitte Macron à l'Élysée. On dit quoi à l'Élysée là-dessus? À l'Élysée, justement, on dit que l'Ukraine est une attention en continu. Donc c'est pour rassurer aussi Kiev à ce propos. Et la présidence fait savoir que Paris compte bien nourrir et entretenir la relation pour ne pas donner l'impression, effectivement, de baisser la garde. Et sans établir de hiérarchie entre ces différentes crises internationales, c'est un parlementaire de la majorité très impliqué sur ces questions ukrainiennes qui souligne que le conflit russo-ukrainien emporte beaucoup plus de conséquences directes pour l'avenir de la France et de l'Europe. D'autant qu'il y a un certain nombre d'échéances dont il faut parler. Effectivement, on en a parlé, la question d'un nouveau train de sanctions qui se pose, la question aussi de l'élargissement avec le Conseil européen du 15 décembre sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et aussi la Moldavie. Il y a aussi les 2 ans de la guerre à venir, le 24 février, avec cette menace qui plane d'une nouvelle offensive russe cet hiver. Les ministres français, les parlementaires français se rendent régulièrement en Ukraine. Emmanuel Macron, sa dernière visite remonte à juin 2022. Il y était allé à l'époque avec l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi. On s'en souvient de cette image très marquante dans le train. C'est pourquoi, Thomas, selon nos informations, une visite est à l'étude du président Emmanuel Macron en Ukraine, peut-être au mois de décembre. En janvier, c'est pas tout à fait calé pour l'instant. Et comme à chaque fois, le président se déplacera à une condition, celle de pouvoir être utile, comme il le dit, c'est-à-dire à la condition de ne pas venir les mains vides et donc de pouvoir annoncer quelque chose de nouveau sur cette question. Patrick Martin-Genier, la France, mais aussi, merci beaucoup Mathilde, les autres pays de cette coalition qui soutient l'Ukraine depuis plus de 19 mois, est-ce qu'ils préparent la suite là? Est-ce qu'ils se projettent déjà dans d'éventuelles négociations de paix? Eh bien, écoutez, ça, c'est la grande difficulté. C'est un peu tabou. Bien évidemment que tout le monde se projette après cette guerre, notamment pour la reconstruction. Les États-Unis, l'Europe seront là, l'Union européenne sera là pour aider à la reconstruction. C'est quand même le chantier principal. Mais bien évidemment, se pose la question, vous l'avez cité, des négociations d'adhésion. La Commission européenne vient de me rendre un avis favorable. Et certains estiment, et le président Zelensky en premier, que ça devrait prendre 2 ans. Il a évoqué le délai de 2 ans qui me semble tout à fait irréaliste. Mais il est en train de nous dire, oui, il faut accélérer et on veut le début des négociations. Ce qui veut sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Il y a même l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Sans attendre la fin de la guerre. Oui, sans attendre la fin de la guerre, le début des négociations, à tel point que certains disent, mais je sais que c'est un peu tabou, mais les opinions divergent un peu même en Ukraine, que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne, même amputée d'une certaine partie de son territoire. Tout le monde n'est pas d'accord, ce qui veut dire que faire entrer l'Ukraine, après tout, il y a un précédent, c'est Chypre. Non mais il y a un précédent, c'est Chypre. Même si ce n'est pas exactement la même situation, certains estiment qu'on pourra rentrer dans l'Union européenne, même si effectivement l'intégrité territoriale n'est pas complètement reprise, recouvrée. C'est ça aujourd'hui le grand débat. Et même l'ancien secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, a dit finalement, si on fait ça pour l'Union européenne, on pourrait peut-être effectivement accélérer aussi l'entrée dans l'OTAN. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce sont différentes hypothèses que j'évoque dans un article de la revue parlementaire du début de semaine. Excusez-moi de faire de la publicité, mais enfin j'ai analysé toutes ces... Je l'ai lu pour préparer cette émission. Voilà, donc c'était effectivement une hypothèse qui était mise, même s'il y a des débats en Ukraine sur ce point. J'ai entendu des Ukrainiens me dire, mais oui, après tout, il faut accélérer. Et donc, même rentrer dans cette hypothèse, regardez Chypre, ça fait 40 ans que ça dure, la partie amputée de Chypre, eh bien, finalement, sur le plan juridique, on considère dans l'Union européenne que c'est tout Chypre qui est, ce qui veut dire que si l'Ukraine rentre
implémenté de cette façon dans l'Union européenne, ce serait une sorte de fiction politique. Toute l'Ukraine y serait, sauf dans les faits, les territoires occupés. David Rigoulet-Rose, votre avis là-dessus? Est-ce que c'est une fiction aujourd'hui d'imaginer des discussions de paix, effectivement, avec une Ukraine qui n'aurait pas récupéré la totalité de son territoire? En dehors même des débats internes à l'Ukraine, il y a des oppositions en Europe. Parce que Viktor Orban est contre l'adhésion. Ouais. Donc il peut mettre sur... Là, je parle au-delà de l'adhésion, je parle de la fin du conflit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, il y a un grand point d'interrogation, parce qu'au début, on pensait que ce serait un conflit relativement rapide, et puis on s'est inscrit dans la durée. C'était le calcul de Vladimir Poutine, d'ailleurs. Il s'inscrivait dans le temps long. Et le temps long, l'horloge profite à la Russie plus qu'à l'Ukraine. C'est le problème. C'était pour ça que l'enjeu était considérable sur la contre-offensive justement ukrainienne. Et ça rejoint la question de l'aide internationale. Voilà. Pendant combien de temps peut-elle rester à un tel niveau s'il n'y a pas de grandes avancées militaires? Et je renvoie au scénario cauchemar pour Zelensky et Kiev d'une élection éventuelle de Donald Trump, qui remettrait en cause systématiquement qui avait dit d'ailleurs qu'il réglerait en 48 heures la question de manière un peu guerrière. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quand même une érosion partielle des opinions publiques. On le sent. Alors, même si le soutien est maintenu, mais il y a quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, une forme de fatigue, de lassitude, justement, parce qu'on ne voit pas de perspective solide. Ouais. Mariana Perebelisiuk, l'objectif, évidemment, hein, c'est toujours comme ça en cas de conflit, c'est de gagner le plus de terrain possible pour pouvoir négocier en position de force. Je ne parle pas de l'entrée dans l'Union, hein. Là, je parle vraiment d'une sortie du conflit. Alors je pense que ça a été effectivement une stratégie inavouée, parfois inavouée à demi-mot, des alliés de l'Ukraine qui ont tablé sur le fait qu'en infligeant de telles pertes à la Russie sera obligée de négocier. Et donc, en fait, que l'idée de tout cela, c'était d'infliger de pertes à la Russie. Mais c'est même pour ça que j'ai envie de poser la question, mais vraiment à tout le monde, à ce qu'on fasse une sorte de reality check. Quels sont des signes? Est-ce qu'on a vu au moins un seul signe depuis 1 an et demi que la Russie veuille négocier quoi que ce soit? En fait, et sur quoi se basait-on en se disant... D'où la question, faut-il comment la forcer à négocier? Et sur quoi se basait-on en disant que si on inflige assez de pertes à la Russie sera obligée de reculer? Eh bien non, on s'est basé peut-être sur le bon sens, parce que quand on a trop de pertes, peut-être que ça coûte trop cher, eh bien, le bon sens voudrait qu'on renonce. Eh bien non, Vladimir Poutine, la Russie de Vladimir Poutine, tout comme l'Iran de Shah, fonctionne différemment. C'était pas que le calcul éventuel des alliés, puisque c'est ce que reconnaît Zaloujny lui-même. Donc le chef d'état-major des armées, dont on parlait tout à l'heure, qui dit qu'il le reconnaît. Il est très. Je pense que pour les Ukrainiens, c'était plutôt l'espoir. J'ai fait une erreur. J'ai cru que les 150 000 pertes russes, effectivement, serait un game changer. Et il reconnaît que ça n'a pas été le cas. Et donc, il faut quand même revenir à la réalité. Et vraiment, il faut comprendre que la Russie de Vladimir Poutine, tout comme l'Iran de Mollah, c'est un autre régime. Ils vivent dans un autre système. Ils ont d'autres motivations, en fait, qui sont autres que le bon sens. Je suis d'accord avec vous. Et mais donc, s'il n'y a pas de signe que la Russie l'Ukraine peut... Pardon de vous interrompre. L'Ukraine ne peut continuer cette guerre que si l'aide internationale se maintient au niveau actuel. Et on vient d'évoquer l'hypothèse qu'elle se tarisse en tout ou partie, cette aide internationale. Donc la question de la sortie du conflit, elle va bien se poser à un moment ou à un autre. Non, mais un jour, elle va se poser. C'est pour ça que rien n'indique par ailleurs que la Russie voudra négocier, même le jour si, admettons, l'Ukraine regagne son intégrité territoriale. Et ça, il faut aussi tenir en compte. Il y a des pays comme ça qui sont dans une sorte de guerre, il n'y a même pas d'armistice, même s'il n'y a pas de guerre intense. C'est même pour cela qu'il est temps de regarder dans l'avenir, il me semble, c'est même pour cela que c'est quand même bienvenu qu'on commence à sérieusement envisager l'adhésion dans l'Union européenne et l'adhésion dans l'OTAN, parce que justement, ça peut être des instruments qui peuvent garantir la sécurité à l'Ukraine en absence de
victoire militaire, ou c'est cela qui peut garantir à l'Ukraine, ou ne serait-ce qu'aux civils ukrainiens, la sécurité dans les villes libres. Cela peut garantir le retour de réfugiés, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a encore beaucoup de réfugiés qui restent en Europe, qui ne reviennent pas, parce qu'ils ont peur, parce que ce sont souvent des femmes avec les enfants, et parce qu'il y a de frappes, encore, il y a des alertes tous les jours, donc c'est normal que on a peur de cela quand on a des enfants en bas âge, par exemple. Donc, il est temps de réfléchir quand même à l'avenir, mais sur les bases réalistes. Oui. Il nous reste un peu moins de 5 minutes dans ce débat. Je voudrais aborder un dernier thème sur la situation économique en Ukraine, l'économie de guerre. Je propose d'écouter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle était en visite à Kiev le 4 novembre dernier. Elle dit il faut qu'on trouve le moyen de faire payer la Russie. Globalement, la Russie doit payer le prix de la dévastation et de la destruction qu'elle a causée. Dans ce contexte, il y a un exemple. Il s'agit du produit des 200 milliards d'euros d'actifs souverains russes immobilisés en Europe. Ces bénéfices s'accumulent chaque jour. Et nous pensons qu'ils devraient être consacrés à la reconstruction de l'Ukraine. Patrick Martin-Genier, quand on parle d'économie de guerre, ça veut dire quoi? Que l'argent de l'aide internationale, il sert à quoi? Au-delà des armes, par exemple. Au-delà des armes, donc d'abord, effectivement, c'est quand même important. Hein. Nous ne sommes pas, nous, en économie de guerre, donc on ne peut pas produire plus que ce qu'on a. Ouais. Mais très clairement, ce que veut faire la Commission européenne, c'est de mobiliser toutes les entreprises, tout le secteur privé pour la reconstruction de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier non plus que la Commission européenne, grâce à son budget, elle soutient à bout de bras l'économie ukrainienne, notamment pour payer les fonctionnaires, payer les instituteurs, payer les infirmières qui font un travail remarquable. Et donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est jusqu'à quand devrons-nous effectivement soutenir de cette façon l'économie. Et effectivement, ce qu'a dit Ursula von der Leyen, c'est qu'elle va continuer à soutenir financièrement, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y aura un moment donné, on est en train de négocier le cadre financier pluriannuel pour les 7-8 années qui viennent pour l'Union européenne. Eh bien, ça va être extrêmement difficile parce que, à supposer, en espérant que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, cela va entraîner une révision totale de la politique agricole commune, des fonds structurels, et tout cela, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, très clairement. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui risque de poser des difficultés au Conseil européen de la semaine prochaine, mais il faut essayer, en tout cas, de continuer à avancer, et je crois que la Commission européenne est sur une ligne de continuer à aider financièrement l'Ukraine. David Rigoulet-Rose, je reprends l'idée de la présidente de la Commission européenne, les 200 milliards d'euros d'actifs souverains russes immobilisés en Europe, qui font des petits, là, qui font des bénéfices, c'est si facile de les capter pour les redonner à l'Ukraine? Non, c'est pas du tout facile, c'est le problème. Parce que ça remet en cause effectivement des normes internationales par rapport à des fonds publics liés à des banques, etc. Et c'est évidemment, c'est tentant. Mais c'est du bon sens presque. Oui, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que ce serait remettre en cause un certain nombre de principes qui sont des normes internationales. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'évidemment, en termes d'équité, on pourrait trouver ça logique, mais en termes de normatif, c'est beaucoup plus problématique et ça pourrait induire en cascade des effets à long terme négatifs par rapport aux effets supposés positifs initiaux. Donc c'est compliqué. En revanche, pour l'aide, effectivement, il y a un aspect qui est important. On l'oublie souvent, autant l'aide militaire est massivement américaine, autant l'aide effectivement civile, notamment à l'économie, pour permettre au pays de surnager, elle est essentiellement européenne, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler... la guerre. Merci à vous pour ne pas oublier la guerre. On essaye, mais on a mis du temps quand même, d'une certaine façon. Ça fait 40 jours. Bref, je vais citer le titre de votre livre, Patrick Martin-Genier. L'Europe a-t-elle un avenir? Livre publié aux éditions Studirama. Notez votre prochain rendez-vous sur notre antenne, la matinale, évidemment avec Oriane Mancini. Oriane qui reçoit l'essayiste et conseiller politique à la main. Ce sera à 8h du matin sur notre antenne. Belle soirée sur Public Sénat et je vous dis à lundi.